Pour commencer, une question qu'on vous pose rarement, je trouve. Comment êtes-vous devenu sensible aux questions environnementales et quel était votre parcours pour arriver à cette candidature à la présidentielle? C'est un long chemin pour arriver jusqu'à une candidature et puis finalement à une dynamique commune avec Benoît Hamon. Je suis né à la campagne. Mes parents ont toujours adoré la nature. Mon père était particulièrement un amoureux des arbres. Et c'est vrai, quand on était enfant, on était 4 garçons, on passait beaucoup de temps dans les pâtures, dans les bois, et que c'était notre environnement. De fait, on y prenait beaucoup de plaisir. Et puis, je dirais qu'on était déjà très, très anti-chasse, parce que dans cette partie de la Picardie, à la fois il y a beaucoup de chasseurs, et puis il y avait la chasse à courre dans la forêt de Saint-Gobain, qui est quand même une construction, j'allais dire presque perversement raffinée de la mise à mort, qui nous choquait déjà beaucoup. Et puis j'ai eu l'occasion, après mes études, où je me suis spécialisé à la fin dans les études d'économie, je me suis spécialisé à la fin sur l'économie du développement, l'économie des pays du Sud, notamment sur la question agricole. Et j'ai fini mon cycle d'études en faisant des mémoires, comme on fait quand on est étudiant, sur la paysannerie africaine sans avoir jamais vu un paysan. Donc il était temps, après mes études, de partir travailler au Burkina Faso et y vivre. Et c'est vrai, et puis j'ai eu l'occasion après de travailler et de vivre au Bangladesh. Et là, on a quand même une conscience aiguë de la relation entre la vie, la survie parfois, et l'environnement. Une ou deux pluies qui manquent l'été au Burkina Faso, et c'est potentiellement la famine. Une ou deux pluies en trop au Bangladesh, et ce sont les inondations. Et on voit à quel point le développement, mais les conditions de vie, sont profondément liées à l'environnement, ce qu'on a un peu perdu dans nos sociétés où finalement il suffit d'aller dans un magasin si on a les moyens pour avoir à manger, mais qu'on n'est plus très lié aux conditions climatiques ou environnementales de notre vie. Et puis la prise de conscience environnementale, c'est aussi un moment des rencontres, où sont aussi des livres. Pour moi, je dois dire que Les Racines du ciel de Romain Gary, qui était à la fois avec cette question de l'Afrique, cette question du rapport à l'autre, cette question de l'humanité, cette question de la défense de l'environnement sont au cœur de cet ouvrage. Et moi, c'est un des livres qui m'a beaucoup aidé en matière de conscientisation sur la question écologique. Au Bangladesh, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes qui sont dans la misère et comment tous les programmes, notamment de microcrédit, mais aussi de formation professionnelle, j'allais dire, apprendre un métier, de renforcement aussi de leur connaissance de leurs droits, parce que le statut des femmes au Bangladesh est un statut extrêmement difficile. Et connaître ses droits aussi par rapport à la dot, par rapport au mariage, ce sont des choses importantes. Et puis tout ce qui relève de l'éducation des filles. J'ai toujours considéré qu'à un moment ou à un autre, la clé du développement, c'était de pouvoir envoyer les jeunes filles à l'école. Et qu'à partir du moment où on arrive à faire ça, souvent, on arrive à construire du développement qui est beaucoup plus équilibré. Dans le combat que vous menez dans ce changement de société, pour vous, et pour revenir à ce que disait Gandhi, quel est le plus difficile ? Votre changement intérieur, personnel, ou le combat que vous menez pour changer la société ? Je défends la réduction du temps de travail. Je dois faire à peu près le double des 32 heures que je promeus. Je défends l'idée y compris parfois un peu de la paresse qui nous donne le temps de réfléchir, qui nous donne le temps de penser un peu mieux à la société dans laquelle on vit. Je défends le temps long, et la politique est un lieu où c'est difficile d'être dans le temps long, difficile de mettre en perspective, parce que à la fois les difficultés des Françaises et des Français pour beaucoup sont immédiates, et qu'il y a cette nécessité de répondre aussi à des difficultés immédiates pour pouvoir, de réconcilier les temps. On a besoin de réconcilier les espaces, on a besoin de réconcilier les temps, et que le temps médiatique et le temps politique n'est pas toujours le meilleur canal pour ça. Et puis c'est aussi
comment on consomme. Moi, par exemple, sur la question de la condition animale, c'est un travail que je suis en train de faire. Nous vivons, et c'est une chance, dans des sociétés où on peut se passer des protéines animales. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, il ne faut pas raconter d'histoire aujourd'hui. Mais nous vivons dans une société où on peut se passer des protéines animales. Donc ça veut dire que finalement, manger de la viande, c'est un plaisir gustatif. Ça peut être une tradition, une culture, mais c'est d'abord un plaisir gustatif finalement. Et donc on est dans une société où finalement la mort des animaux, notamment médiatisée par L214, mais toute la souffrance animale qui est en amont est liée à un plaisir. Donc ça conduit quand même sérieusement à s'interroger sur notre rapport à la viande. Si on veut se réconcilier avec les animaux, pour je crois, y compris se réconcilier avec soi-même, on a vraiment un travail à faire sur la réduction de notre consommation de viande. C'est-à-dire que vous êtes en train de devenir végétarien concrètement ? Je ne suis pas en train de devenir végétarien. Je n'ai pas cette prétention-là et ça serait mentir. En revanche, je réduis ma consommation de viande incontestablement. D'aller évidemment, bon ça fait longtemps, sur des viandes plutôt bio ou vraiment de l'élevage paysan, respectant les animaux, évitant un impact trop fort sur le dérèglement climatique. Mais incontestablement, le chemin, c'est d'arriver à stopper sa consommation de viande. D'accord. Et comment vous vivez cette tension justement entre votre programme et les incohérences de votre vie personnelle ? Je le vis, y compris parce que je crois que les changements qu'on doit organiser dans la société sont tellement profonds. On a un modèle de développement qui est 2 fois plus gros que la planète. C'est pas simplement le niveau de prédation qu'on a sur la planète, c'est pas simplement le niveau de pollution, qui est tout ça évidemment totalement insoutenable. Tout ça conduit à un avenir extrêmement sombre, qu'on vive dans le 10e arrondissement de Paris, à Ouagadougou ou au Fidji. Le dérèglement climatique, épuisement des ressources, destruction de la biodiversité, extinction des espèces, l'avenir sera sombre pour tout le monde si on ne fait pas ces transformations. Et en même temps, ces transformations ne peuvent pas être accélérées par la culpabilisation. Vous savez, quand on a un regard moral sur la société, au sens noble du terme, ça ne peut pas devenir un regard moralisateur. Quand on a un discours de responsabilité, il faut toujours éviter de passer la ligne de la culpabilisation. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire les transitions. Et construire des transitions, parce que je ne pense pas que les transformations sont telles que ça peut se faire contre les citoyens, sans les citoyens et contre les citoyens, il faut leur adhésion. Donc, il faut penser et parler, construire ces transitions avec les citoyens. Donc forcément, ça demande du temps. Mais je crois que là, on le voit, l'émergence par exemple sur les questions de santé. On a vu ces dernières années les questions de santé émerger très fort dans le débat public, pas simplement sur la question des grandes pollutions, sur la question du nucléaire, mais on sent la perception de nos organismes pollués comme un sujet qui monte très fort dans notre société, y compris on est dans un pays de la bonne bouffe, où on a envie de la convivialité autour de la nourriture et l'alimentation est devenue suspecte. Ça crée des paradoxes qui sont très durs et donc on a ces contradictions à gérer et donc il faut discuter des transitions. Ça me paraît être un sujet essentiel. Quel est le plus difficile, votre combat personnel ou votre combat que vous menez pour la société, le changement de société ? Les deux sont liés. Je pense qu'on ne peut pas convaincre des transformations organisées si on ne fait pas une partie du chemin. Donc c'est un chemin individuel, je l'ai dit tout à l'heure par exemple sur la consommation de viande, mais ça doit surtout être beaucoup aujourd'hui, je crois un chemin collectif. On vit dans une société qui a perdu énormément de ses repères, et du coup ceux qui s'engouffrent dans la réponse aux besoins qu'on a toutes et tous d'appartenir. On a besoin d'appartenir à des collectifs, on a besoin d'appartenir à une famille, à un cercle d'amis, on a besoin d'appartenir à des communautés. Et dans notre pays, le terme de communauté, il a toujours été beaucoup critiqué, parce que dans notre pays, on a le sentiment qu'il n'y a que la communauté nationale qui existe. Ça, c'est notre vision très centralisée, jacobine de la France. Et aujourd'hui, ce qui offre
trop facilement et trop évidemment une réponse aux besoins d'appartenance, c'est de dire vous vous ressemblez, donc vous devez vous rassembler. Et nous allons tous être dans des nostalgies terriblement régressives. Et comme on se ressemble, on va avoir un programme ensemble, ça va être de détester tous les autres. Et ça, c'est les réponses de l'extrême droite ou d'autres partis politiques aujourd'hui. Et nous, on doit, nous écologistes, construire des communautés locales, à la fois sur la reconnaissance et des dignités et des talents de chacune et de chacun. Ça me paraît essentiel, la valorisation de toute personne, et en même temps sur le faire ensemble. Faire ensemble le lien entre une agriculture locale, paysanne, évidemment, idéalement bio, et l'alimentation. Faire ensemble sur comment on organise nos transports. Faire ensemble sur le conseil d'école, sur le conseil de quartier, sur tout ce qui fait société aujourd'hui et où on se sent bien quand on fait avec les autres. Donc c'est vraiment ce changement, ce chemin que chacun doit faire. Il est à la fois individuel, mais il est essentiel qu'il se projette aussi beaucoup dans du collectif. Et justement, des mouvements comme Colibri, Alternatiba prônent se faire ensemble. Bien sûr. Pourtant, il n'y a pas de lien qui s'opère entre les politiques et ces mouvements associatifs, on va dire. Sur Alternatiba, ça s'est quand même beaucoup fait au moment de la COP21. Ça a été aussi, puis il y a beaucoup de militants politiques qui étaient dans Alternatiba. Mais c'est aussi la volonté d'Alternatiba parfois de refuser le lien avec la politique. Comment vous expliquez ce refus ? Parce que à la fois on est dans une tradition du mouvement associatif français qui regarde parfois la politique comme un objet sale. Et puis peut-être que la politique, évidemment, moi je m'y suis mis en sortant de Greenpeace parce qu'on a fait Europe Écologie et qu'on voulait créer un mouvement politique très ouvert sur la société, très en lien avec les mouvements. Mais on est aussi dans une tradition française de rupture liée à la loi de 1901. Quand on est dans le monde associatif, il faut toujours garder une sorte de neutralité intransigeante vis-à-vis de la politique. Et je regrette, moi, parce que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui dire à l'ensemble de la société, que ce soit les entreprises, les politiques publiques, les syndicats, chacune et chacun, de dire il faut sortir de nos cases, il faut sortir de nos zones de confort, on a de telles transformations engagées et d'un seul coup dire ah oui mais moi attendez je suis associatif et pas question que je m'engage politiquement. Et moi je regrette, je l'ai fait en tant que responsable de Greenpeace et maintenant au niveau de la politique quand on prône à ce point la relocalisation de l'économie, les coopératives des énergies renouvelables, les AMAP et tous les systèmes de circuits courts en agriculture, le partage et d'autres modalités de transport. Quand on est à ce point sur ce truc, puis de dire « Ah non, nous on est association, pas question de vous soutenir », il y a un moment où on se dit « Mais attendez, tout le monde doit bouger », et puis à un moment c'est finalement chacun dans sa case. Et que là, on a tous un travail à faire. Moi je sais que sur cette campagne électorale, y compris pour les législatives, il y a beaucoup de plateformes associatives qui se sont organisées. Je leur ai dit « Mais pourquoi on ne fait pas de la politique ensemble ?» Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils disent « Ah mais non, mais nous, loi de 1901, on ne peut pas s'engager et tout ça. » Je dis quand même, tout le monde dit il y a un danger maximal qui est le pire avec l'extrême droite. Il y a tous ceux qui ne font pas de programme écolo, alors que l'urgence écolo, sociale, démocratique et puis d'un seul coup, c'est « Ah bah non, débrouillez-vous, nous on ne s'engage pas. » J'y ai un moment, il va falloir aussi qu'on sorte chacun de nos zones de confort. Et ne pas s'engager, c'est aussi une zone de confort. Pour dire, oui, bah on y va, parce qu'il y a quand même des gens qui défendent ce qu'on veut mettre en place sur le territoire. Toutes ces initiatives, Colibri, Alternatiba, et on pourra en prendre des milliers d'autres, c'est en marge des politiques publiques. L'enjeu, c'est que ça devienne le cœur des politiques publiques. Mais d'un seul coup, quand il y en a qui disent tout ce que vous faites de bien, tout ce qui est positif dans la société, moi je défends que ça soit au cœur des politiques publiques, vous venez pas me soutenir. Et à un moment ça va pas, parce qu'on peut pas tous les 5 ans se dire vivement que la prochaine fois ce soit mieux. Parce que sinon c'est qu'on n'est pas cohérent avec l'urgence qu'on a dans le discours matin, midi et soir.
Justement, la question du rapport entre pouvoir, État, politique et morale, qui est au cœur de la pensée de Machiavel. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un bon chef d'État? Quelle qualité il doit avoir? Ah, on a beaucoup caricaturé Machiavel. Sa pensée est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intelligente que cette sorte de philosophie florentine sur le sorte de cynisme en politique. Dans les réformes constitutionnelles qu'on veut porter, déjà l'idée que une personne dans le monde complexe d'aujourd'hui, une personne pourrait détenir tous les pouvoirs entre ses mains et dans l'échelle nationale, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue d'imaginer encore que ça puisse être une partie de la solution. Donc, la réalité du pouvoir, pour moi, un président de la République, il devrait être garant du temps long, donc notamment de la prise en compte de la question évidemment écologique dans son sens le plus large du terme. Il doit être garant de la séparation des pouvoirs, il doit être garant du respect de l'état de droit et des libertés publiques. Il faut mettre en place un régime parlementaire. Un régime parlementaire est déjà beaucoup plus sain sur la structuration du débat public et sur l'idée qu'on fait plus confiance à de l'intelligence collective qu'à un homme ou une femme providentielle. Troisièmement, la question c'est comment on organise la démocratie aussi entre les élections. Évidemment qu'il faut des élections. La démocratie, ça marche aussi par représentation. Mais comment on fait des votations citoyennes? Comment les citoyennes et les citoyens peuvent faire politique? Quand on est dans une AMAP, on fait de la politique. Quand on est dans une coopérative d'énergie renouvelable, on fait de la politique. Quand on finance Terre de Liens, on fait de la politique. Pour moi, la politique, c'est faire ensemble. C'est être ensemble et c'est faire ensemble. Donc, il n'y a pas que la démocratie représentative. Mais il faut que, notamment dans notre société, l'État arrête de se penser en surplomb de la société. Ça, c'est une dérive extraordinaire et malheureuse de la société française, c'est que l'État se pense être l'incarnation de l'intérêt général, que les gens, une bonne partie de la classe politique et de ceux qui dirigent l'État, donc y compris dans l'administration, pensent être formés pour penser à la place de la société. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on commence à se dire que finalement, on a raison plus que la société, on est déjà dans des dérives qui ne permettront pas de résoudre les problèmes. Donc il faut croire dans l'intelligence collective. Quand moi je suis pour des assemblées citoyennes tirées au sort, notamment pour contribuer à une nouvelle constitution, on me dit il me dit, les critiques, ça s'est jamais fait. Si, ça s'est fait en Islande par exemple. Ah ouais, mais l'Islande c'est un petit pays. Mais en quoi le fait d'être un grand ou un petit pays nous empêche de croire à l'intelligence collective? Quand on tire au sort 50 citoyens ou 100 citoyens pour réfléchir à la place de la science dans notre société, pour réfléchir à la place du pouvoir, pour réfléchir à comment on construit des compromis, pour réfléchir à la question de la transformation de nos territoires pour qu'ils soient respectueux de l'environnement, qui créent des emplois sédentaires, qui ont du sens, qui créent des services publics, qui réfléchissent à la culture, qui réfléchissent à la démocratie. C'est d'avoir du pouvoir sur nos vies. Mais ça veut dire aussi, après des traductions très, très pratiques, c'est dans ma relation à la question du crédit, comment je fais pour ne pas être en situation de vulnérabilité par rapport à un usurier. Dans ma négociation sur le marché du travail, comment j'ai des droits qui me permettent de ne pas être surexploité. Comment, quand je vais acheter sur le marché... Donc vous voyez, c'est cette question d'avoir du pouvoir sur nos vies, elle est, à la fin, elle est extrêmement opérationnelle. Dans le dernier livre de Pierre Rabhi, La convergence des consciences, il écrit « L'écologie politique ne réussit pas car elle reste fermée à la résonance esthétique et au spirituel des choses. » Alors la beauté, la spiritualité, est-ce qu'elles ont leur place dans le monde politique? Oui, il faut toujours en parler. Régulièrement, je dis, peut-être pas assez, que, et c'est aussi, on a souvent ces discussions-là avec Jean-Paul Jaude, je dis... On n'est pas simplement le combat écologiste, il n'est pas simplement lutter contre la catastrophe. Et ça, on a raison de rappeler que si on ne change pas, la catastrophe, elle est là. L'avenir est sombre pour tout le monde. Mais on passe trop souvent de la catastrophe aux solutions, j'allais dire.
On oublie que dans le discours, et c'est vrai, on ne le fait pas assez, j'essaye de le faire de temps en temps, mais je ne le fais pas assez, de dire qu'on se bat d'abord pour le beau. On se bat pour le beau de la nature, on se bat pour le beau des espèces vivantes et des femmes et des hommes qui habitent cette planète. La politique, elle est humaine, donc elle est parfois mesquine, elle est parfois méprisable, mais elle est parfois belle quand elle fait du cœur de son projet plus de partage, plus de fraternité, la réconciliation avec toutes les espèces vivantes, comme vecteur de réconciliation entre nous et avec nous-mêmes. La politique, elle est belle quand elle fait ça. Est-ce que l'écologie politique le fait assez ? Probablement pas. Mais on essaye de faire aussi avec l'environnement médiatico-politique dans lequel on est. C'est pas toujours évident d'avoir le temps et l'espace de raconter le beau. Mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, la politique a la noblesse à faire de la politique. La politique, c'est être ensemble. C'est construire le ensemble. C'est aussi ça, la politique. Et il faut faire très attention à un discours latent chez les écologistes, qui est que la politique, c'est sale. Finalement, vous êtes un jeune élu. Oui, 2009, c'est déjà pas si mal. Hein. Oui, c'est pas si mal. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau depuis que vous êtes élu ? Parce que nous, on aime bien le concret chez Kaizen, dans la politique. Il y a eu des rencontres, de très belles rencontres. On a fait, quand on a construit Europe Écologie, c'était avec Danny Cohn-Bendit, José Bové, Eva Joly, Pascal Durand, Jean-Paul Bessé, Sandrine Bélier. Ça a été un très beau moment politique. C'est pas simplement parce qu'on a réussi. On a fait 16%, c'était un très beau score pour l'écologie. Mais je crois qu'on a fait à ce moment-là de la belle politique parce qu'il y avait une relation très forte et très amicale entre nous. Je crois qu'on a donné une belle image de l'écologie parce qu'elle était ouverte sur la société, ouverte sur les idées, forte sur nos convictions, mais aussi toujours en doute sur les solutions. Et on est d'autant plus facilement en doute au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on est prêt à se remettre en cause sur les solutions, qu'on est fort sur ses convictions. Et qu'il n'y a pas de solution pérenne. Je veux dire, on est dans un monde qui change tellement vite qu'on ne peut pas prétendre dire « moi ça fait 40 ans que je défends mon truc, si les autres n'ont pas compris que c'est moi qui avais raison, c'est qu'ils sont nuls, et que moi je suis dans mon coin et je ne comprends toujours pas, j'ai tellement raison, je ne comprends pas pourquoi les autres ne viennent pas vers moi. » Non, il faut toujours s'interroger sur notre relation aux autres, sur ce qu'on raconte. Il n'y a pas simplement des récepteurs de messages politiques, il y a des émetteurs et il y a la qualité du message, il y a comment on s'inspire de la société pour inspirer la société. Tout ça, c'est le travail de la politique. Et des fois, on y arrive. Il y a des moments un peu magiques dans la politique où on est en phase. Et puis il y a des moments, tout part un peu en... Et du coup, comment vous vivez aujourd'hui cette amitié qui s'est un peu distendue, on va dire, notamment avec Danny Cohn-Bendit qui rejoint plutôt Macron que... On s'appelle tous les jours. Notre amitié, elle est là. Après, Danny Cohn-Bendit, il veut battre la droite en étant prêt à soutenir des gens avec lesquels il n'a pas forcément de forte proximité sur le fond. Moi, je crois que le vote de renoncement, pour contrer le vote de colère, ça ne marche plus. Ça n'intéresse plus personne. Voter le moins pire pour échapper au pire, c'est toujours un moment le pire qui devient de plus en plus fort. Et on le voit depuis des années, le Front National n'a fait qu'augmenter. Moi, je veux, dans notre société, recréer du vote d'adhésion, du vote de conviction, qu'on ait envie de voter pour des choses qui nous font du bien, pour des propositions qui vont changer notre vie quotidienne. Et notre vie quotidienne, c'est simple, hein. On se lève, on allume la lumière. C'est quoi ? C'est du nucléaire et le risque Fukushima, c'est des centrales charbon et le dérèglement climatique, ou c'est des énergies renouvelables qui créent des emplois à côté de chez moi. Après, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est quoi ? C'est une alimentation qui va polluer mon organisme, ou c'est une alimentation qui a du goût, et c'est une alimentation qui me fait du bien, qui va me faire passer une bonne journée. Après, je vais aller faire mes activités de vie personnelle ou aller travailler ou chercher du travail. Je fais quoi ? J'ai un véhicule qui va participer à la pollution, ou je vais être tout seul dans ma voiture, ou je vais avoir accès à des transports collectifs de qualité, confortables, je vais être avec d'autres. Vous voyez, on peut dérouler la vie comme ça. Je vais arriver dans une entreprise, j'ai mon mot à dire sur la stratégie de l'entreprise. Je suis pressurisé, je souffre, j'ai la boule au ventre quand je vais dans mon entreprise, dans mon travail, ou ça va être un moment d'épanouissement parce que
Bien sûr, je vais construire un revenu, mais je vais aussi participer à une activité économique qui fait du sens parce qu'elle va être durable, parce qu'elle crée des solidarités, parce qu'elle crée des services qui font du bien à des femmes et des hommes. Vous voyez, on peut parfaitement repenser la société à travers l'écologie. Et moi, j'ai envie de raconter ça, que l'écologie peut, dans tous nos moments de notre journée, nous aider, pas nous régler nos vies. Moi, la politique, elle n'est pas là pour dire le bonheur. La politique, elle est faire en sorte que les gens puissent être heureux parce qu'ils ont ce temps-là, cette disponibilité-là pour être heureux. Enfin, franchement, jamais nos sociétés ont été aussi riches. Jamais on a aussi peu partagé. Enfin, il y a un moment, il faut remettre le truc à l'endroit, quoi. Il faut juste remettre le truc à l'endroit. C'est tout. Et pour vous, c'est quoi votre bonheur au quotidien ? C'est des moments de convivialité. C'est des moments où on sent qu'on a convaincu. Ça peut être quand on est au bistrot et qu'on entend à la table d'à côté des gens qui disent ah bah tiens, maintenant je vais chercher je sais pas quoi, un truc de circuit court. Tiens, il y a un truc qui vient de s'installer à un magasin. C'est des paysans locaux qui fournissent. C'est pas forcément une AMAP. Ça peut être juste j'ai un lieu où je vais acheter. Puis de temps en temps, il y a le paysan qui est là, machin. Ça, c'est du plaisir. C'est quand je vois dans les quartiers, par exemple, qui sont parfois en difficulté, on a toujours tendance à avoir une vision très paternaliste des quartiers. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre leurs problèmes. Et quand je me balade dans ces quartiers-là et je rencontre des associations, mais franchement, il y aurait juste à les écouter. Il y aurait juste à les écouter. Et puis, plutôt que d'avoir des marchés publics qui vont favoriser les grosses boîtes du BTP, que les emplois de la rénovation des logements, ça aille sur des entreprises locales qui font de l'insertion, qui font du lien. C'est quand je rencontre des bénévoles d'associations sportives qui prennent les jeunes et qui font aussi de la rééducation au sens du collectif, de la socialisation et du machin. À chaque fois que je rencontre ces gens-là, je me dis il y a des énergies vitales incroyables dans la société et que si simplement on pouvait juste leur donner un peu plus d'espace, un peu plus de moyens, on aurait une société qui irait bien.